Jean-Luc Vandenay, bonsoir. Oui, bonsoir, je règle mon téléphone, voilà. Bonsoir. Merci d'être d'astreinte pour nous, même un dimanche soir, pour nous dire un peu, alors qu'est-ce qui se passe avec ces deux concurrents qui s'approchent, qui sont à 400 000 des Sables d'Olonne ce soir, ce dimanche soir. Moi, ce duel de dernière minute qui est très beau, qui est fantastique, me rappelle drôlement ton duel avec Mark Slatz dans ton dernier Tour du Monde que tu as gagné. Je ne dis plus à quel âge, parce que moi, à cet âge-là, je pourrais même plus sortir de chez moi, et toi, tu finissais un Tour du Monde. Mais, enfin, dis-moi, d'après toi, parce qu'on nous a dit dans les communiqués de presse que Johan Richomme n'avait pas dit son dernier mot, je disais ça encore hier, qu'il faisait le yo-yo, tout ça, mais là, aujourd'hui, à 400 000 des Sables d'Olonne, il est encore 140 000 derrière Charlie Dalland. Donc finalement, c'est un peu toi qui as raison, ça. Si rien ne se passe d'imprévu, c'est Charlie Dalland. Bah évidemment, Charlie Dalland, il se met en permanence, il suit en permanence ce que fait son rival juste derrière lui. Évidemment, tactiquement parlant, il va toujours se positionner entre Johan Richomme et la ligne d'arrivée. Et donc, il va falloir que Johan Richomme soit très fort pour aller 20% plus vite que lui et arriver à le doubler. Ah oui, mais d'après... S'il n'y a pas de casse et s'il n'y a pas de problème. Oui. Et puis d'autant plus que là, avec l'anticyclone, Johan Richomme n'a pas une voile, je ne sais plus son nom, de petit temps, donc normalement... Oui. Donc, normalement, ça devrait profiter à Charlie Dalland. Qu'est-ce que... Je me rappelle, tu sais, tu nous avais montré les bateaux, les différences. Là, nous avons, avec Charlie Dalland et Johan Richomme, deux bateaux de vraiment dernière génération. Les deux, en plus, sont des architectes navals, de la prestigieuse école de Southampton. Est-ce qu'on peut dire que Charlie gagne aussi pour ce choix qu'il a fait à un moment donné dans l'océan Indien? Il est allé dans une tempête alors que les autres étaient montés au nord. Ah ben, c'est sûr que ils ont été trois à faire ça. Les autres étaient un tout petit peu derrière, pas très loin, et ils se sont fait prendre parce qu'ils n'ont pas réussi à attraper à être devant ce front qui a propulsé les trois concurrents. Et après, l'écart n'a fait que se creuser. Parce qu'à chaque fois, ils sont tombés dans de nouveaux problèmes, y compris après le Cap Horn, où des fois, dans l'Atlantique Sud, il y a moyen de revenir et tout. D'ailleurs, ça s'est passé sur ce groupe-là. On a bien vu derrière Samantha Davis, Caris Kremer et Benjamin Dutreux revenir sur le groupe de devant. Alors ça arrive des fois. Et là, ils n'ont vraiment pas eu de chance. Les trois premiers se sont échappés totalement. Et Sébastien Simon, malgré son feuille en moins, va lui aussi finir à la 3e place. Aujourd'hui, il n'est plus rattrapable. Tu sais ce qui nous ferait, Jean-Luc, dans ce cas-là, ce qui nous ferait, enfin depuis toi, je veux dire, pour la première fois, un sablé sur le podium du Vendée Globe. S'il arrive 3e, Sébastien Simon. C'est sûr que finir sur le podium, j'écoutais Foncia cet après-midi qui disait qu'il allait finir 4e et que ça allait foutre. Enfin, il essayait de finir 4e parce qu'il est talonné lui aussi. Il essayait de finir 4e et c'est une place qu'il n'apprécie pas du tout. Ben oui, c'est terrible. Parce que, ouais. Est-ce que toi tu regardes en ce moment quel bateau ou quelle bagarre tu regardes? Parce qu'il y a plusieurs groupes où ils se battent. Il y a des bagarres à tous les niveaux. Et toi, lequel de niveau te passionne le plus en ce moment? S'il n'y a pas de problème, comme je le disais, je vois pas comment Charlie Dalland, Johan Richomme peuvent pas faire 1, 2, 3 et Sébastien Simon. Donc ça, je vois pas comment ça pourrait être autrement. Par contre, la bagarre est beaucoup plus ouverte derrière, avec Sam Goodchild, entre autres, et Jérémy Bayou,
qui sont dans un mouchoir de poche. Hein. Combien ils sont aujourd'hui 2830, 2000, ah oui, ils sont à 5000 d'écart. Hein. Ah donc, oui. c'est quand même pas grand-chose. Ils sont l'un à côté de l'autre. En plus, ils se motivent l'un l'autre. Et ils ont même tendance à s'échapper par rapport au suivant. Enfin, s'échapper à peine. Hein. Enfin bref, je suis tous les groupes et je suis même ceux qui sont derrière, qui sont quand même un peu revenus, qui prennent des directions très différentes parce qu'ils partent dans l'Est, là, visiblement. Et Clarisse Kremer et Samantha Davis, alors que Benjamin Dutreux, lui, il file vers le nord-ouest. Enfin bref, c'est assez amusant à regarder. Et c'est aussi assez amusant de regarder Jean Le Cam. Moi, j'admire beaucoup Jean Le Cam, que je connais bien, qui est un vieux briscard, qui connaît l'océan Atlantique et qui n'en est pas à son premier Vendée Globe, qui a largué trois foilers derrière lui suite à son option météo et qui est bien en tête là du petit groupe de poursuivants. Moi, dans le groupe de là-bas, je te cache pas qu'il y en a un que je suis depuis le début. Non pas seulement parce que c'est le seul qui m'a accordé une interview, mais parce que je l'ai trouvé incroyable. Il s'appelle Louis Duc. Je sais pas si tu as regardé. Il a un peu, moi je le connais pas du tout, j'ai juste fait une interview, il a récupéré un vieux bateau qui avait cramé. Mais il fait moi je l'ai suivi pendant la course, il fait des choix courageux, il va dans les dépressions, il se prend plein de vagues, plein de nœuds de vent, plein la figure. Et il a aussi cette espèce de gueule de loup de mer, un peu, tu trouves pas? Ah oui, bah, tout à fait. C'est un peu comme Guirec Soudé pour moi. C'est des gens qui sont de la même trempe. Il a récupéré un bateau qui était loin d'être tout neuf. Il fait ce qu'il peut. En ce moment, il est pas trop mal placé. Il est 25e, donc c'est pas catastrophique. Et il suit son petit bonhomme de chemin. Et d'ailleurs, ce groupe-là est en train de revenir sur le groupe de devant. Hein. La distance a pas mal diminué. Hein. Et donc, c'est rigolo de les voir remonter l'Atlantique, justement, et de les voir se doubler, prendre les uns certaines options, d'autres options. Et c'est assez rigolo. Tu viendras avec nous voir Sébastien Simon. Moi, je vais y aller voir Charlie Dalin aussi et Ivan Richomme. Mais bon, comme Charlie risque d'arriver de nuit, en plus il va faire moins de 0 degré, j'ose pas te le proposer. Mais Sébastien Simon, il pourrait arriver de jour. Je vais essayer de te voir au minimum les 3 premiers. Et moi, je pars en début février. Donc, tous ceux qui arrivent jusque début février, j'espère bien être là. Ah, bah écoute, on viendra te voir alors pour te demander quand on comprend pas trop les choses. Merci beaucoup, Jean-Luc. À bientôt. Alors, on n'a pas parlé du problème qui est arrivé, mais oui. Malheureusement, il y en a un de plus qui a abandonné. Hein, c'est Éric Bellion. Il avait un problème avec son J2, qui est l'été principal du bateau qui tient le mât vers l'avant. C'est l'été qui tient les voiles d'avant. Et c'est un été qui est fixe et qui est indispensable. Et de nouveau, il avait réparé ça, il a eu de nouveau une rupture et il a décidé de s'arrêter au Falkland. Il s'est arrêté à Stanley Harbour et donc il est disqualifié malheureusement. Il va réparer ça tranquillement là-bas et puis il va repartir un peu comme Maître Coq qui a été obligé d'abandonner malheureusement. Est-ce que je peux te poser une question de blonde? Encore une? Est-ce que j'ai remarqué que tout le monde appelle les îles Malouines maintenant les Falklands parce que je me demande si c'est parce que sur le trucker elles sont marquées en anglais ou si parce qu'aujourd'hui on appelle les Malouines plutôt les Falklands. Même le communiqué de presse du Vendée Globe, à chaque fois qu'on parle d'Éric Bellion, il s'est arrêté dans les Falklands. Heureusement que je parle anglais, sinon j'aurais même pas su où c'est moi.
Alors, officiellement, ce sont les Falklands, parce que officiellement, ce sont des îles anglaises. Il y a eu une guerre il y a quelques années, au moment des premiers Vendée Globe, là, il y a justement eu une guerre entre l'Argentine, qui revendique ces îles-là, et l'Angleterre, qui a défendu les habitants. D'un seul coup, on a appris ça brutalement, d'un seul coup, les Argentins ont envahi les îles Falklands, où il y avait très peu de militaires. Ils ont envahi les îles Falklands et immédiatement l'Angleterre a envoyé force avions et bateaux là-bas pour les récupérer. Et donc le vrai nom, c'est les îles Falklands. Évidemment, eux, les Espagnols, les Argentins, appellent ça Malvinas, c'est-à-dire les îles Malouines. Je me rappelle, dans mon dernier tour du monde, une des personnes un des radioamateurs avec lesquels j'étais en contact sur les îles Falklands, s'est fâché avec un de mes amis parce que cet ami lui a parlé des îles Malouines. Et il a été hyper vexé. Oui, mais Jean-Luc, tous les marins français, moi je n'ai jamais entendu avant aujourd'hui dans le Vendée Globe parler, quand on est là-bas et qu'on est français navigateur, on a toujours dit qu'on était aux Malouines, on n'a jamais dit on est aux Falklands. Non, on est aux Falklands. Arrête, même toi tu dis les Malouines, je suis sûr. Oui, mais évidemment, parce que moi, je ne suis pas concerné par le conflit entre les Argentins et les Anglais, mais officiellement, aujourd'hui, ces îles sont anglaises, on y parle anglais, il y a des cabines de téléphone anglaises, et donc, c'est pas espagnol, donc normalement, ça s'appelle les Falklands. Bon, bah écoute, merci pour la leçon d'histoire, en plus de celle de géographie. C'est quand même né au moment de cette guerre. Ah, c'est vrai? Je savais pas. Évidemment, la guerre des Malouines, c'était il n'y a pas très longtemps. Ça a été un conflit extrêmement important en 1982. Et d'un seul coup, en avril, les Argentins ont envahi carrément les îles Falklands et ont décrété que ça s'appelait les îles Malouines, Malvinas en argentin. Et les Britanniques ont envoyé quelque chose comme plusieurs milliers de soldats, 30 000, je crois, 20 000, et il y a eu 900 morts quand même dans ce conflit. Il y avait 3 000 habitants sur ces pauvres îles Malouines, ou Falklands, comme on veut, et donc ça a été un gros conflit qui s'est arrêté 6-7 mois plus tard, en 1982. Mais depuis, les Britanniques font très attention et continuent à conserver une garnison militaire et à ne pas dépareiller les Falklands et les conserver. Bon bah écoute, super, merci beaucoup. Est-ce que toi tu les as déjà vus? On passe assez près pour les voir quand on fait des tours du monde généralement ou pas? Alors non, moi je les ai jamais vus. Je suis passé à l'est et à l'ouest, mais c'est bourré de cailloux cet endroit-là, qui sont assez à l'extérieur de la côte. Et j'ai jamais eu l'occasion de les voir, malheureusement. J'avais essayé de les voir dans mon dernier tour du monde, mais je suis passé trop loin en fin de compte. Non. Super. Merci beaucoup, Jean-Luc. À une prochaine fois. Bonne arrivée pour Charlie Dalin dans pas longtemps. Ouais, merci.